Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Nicky Doll qui vient de sortir un nouveau titre nommé Fashion Freak, c'est ça ? Et qui est à l'affiche en ce moment du plus grand drag show de France, légendaire au Casino de Paris. Si j'ai la voix qui déraille, c'est parce que j'ai passé ma soirée à chanter, crier, danser. Croyez-moi, le show dépasse toutes vos attentes. Nicky Doll, tu t'es fait connaître en participant à l'émission américaine de RuPaul Drag Race, cette compétition incroyable qui met à rude épreuve le talent en couture, danse, comédie, chant de ses participantes. Tu animes désormais la version française avec beaucoup d'humour et de talent. Et si vous n'avez pas encore regardé le show, vous serez réellement surpris par tout le génie que ça demande, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, à savoir, je sais pas, genre du playback et des belles robes, quoi, pour grossir le trait. Et puis l'émission est tellement bienveillante, c'est un shot de positif, de bonne humeur, d'acceptation de soi, des autres. Bref, j'ai essayé franchement de faire ta promo là. Est-ce que j'ai réussi ? Ah bah écoute, c'est parfait, j'ai rien à rajouter. Ça va, t'es pas trop fatigué ? T'enchaînes à fond et je te demande de parler en plus de tes échecs. C'est le taf ? Non, écoute, ça va. On a fait le 7e show hier, donc que tu as pu voir. Là, on enchaîne avec notre 8e et après on commence à partir en province. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de le faire parce que du coup, on commence à récolter un peu tout l'amour que la saison a généré. Et puis c'est super d'être sur la route. Moi, c'est la scène que j'aime, donc contente. Fatiguée mais contente. Ouais, tu m'étonnes. Puis il y a un truc un peu fascinant parce que l'émission, tu la tournes, c'est génial, mais t'as pas encore les répercussions positives. Exactement. Puis ensuite, t'as plein de messages sur Instagram, c'est génial, mais en fait, c'est virtuel. C'est ça. En fait, tu mets des visages et des sons sur des commentaires quand tu vas en tournée. Parce que tu vas enfin recevoir tout cet amour physiquement. Et surtout, ce que j'adore, c'est voir les reines du coup qui ont passé un moment très stressant pendant une émission où elles veulent au final être appréciées pour ce qu'elles ont à offrir au public. Et là, en fait, elles se rendent compte vraiment de l'impact que l'émission a eu sur les gens. Donc c'est cool de les voir en tournée, se détendre et surtout vivre l'autre aspect de Drag Race qui est pas forcément une compétition mais qui est juste de kiffer et de se donner à fond, quoi. Ouais, c'est ça, sans l'aspect est-ce que je vais gagner ou pas cette semaine, est-ce que je vais être éliminé, juste se faire kiffer et faire kiffer les autres. Il y a plus de compétition entre elles maintenant. Justement, en parlant de compétition, on va parler de la tienne. T'as vu RuPaul en vrai. Donc je veux que tu me racontes tout ça et les répercussions positives que ça a eu. Alors, moi, j'ai fait la saison 12 de RuPaul's Drag Race en 2020. Donc, c'était diffusé en 2020. Je l'ai shooté en 2019. Ah ouais. Et c'était après avoir vécu seulement 2 ans aux États-Unis. Donc, j'étais encore très français. Et puis, je sais pas quoi te dire. Alors, j'ai plein de questions. Ok. T'es prêt? Ouais. Ça commence par un casting. Ça doit être nerve-wracking, comme on dit avec un accent bien français, de voix anglaise. Écoute, ouais, le casting, en fait, à la base, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. C'est que j'étais curieux de voir comment ces reines qu'on découvrait chaque année pouvaient participer à l'émission. Donc je crois qu'il était minuit et quelques. J'étais dans mon appartement à New York et j'ai ouvert le site qui montrait comment auditionner. Ouais. Et j'ai répondu à peu près 150 questions. Ah ouais, quand même. Donc jusqu'à 1h30 du matin. Et à 1h30 du matin, en arrivant à la fin, pensant que j'allais juste fermer la fenêtre et ne pas soumettre mes réponses, j'arrive enfin sur le bouton soumettre. Et là, je vais pour fermer la fenêtre et je me dis, bah non, mais de toute façon, t'as quoi à perdre, tente. Et donc j'appuie, je vais me coucher, le lendemain je reçois un email en disant vous avez passé la première étape. Putain, rapide. Merci de nous envoyer maintenant votre vidéo où on devait on devait se présenter, on devait montrer différents looks qu'on avait, on devait montrer un personnage de Snatch Game. Donc je fais ça pour rire en me disant que c'est pas du tout c'était pas dans mes projets ultimes d'être dans l'émission forcément. Okay. J'étais encore en train d'essayer de me faire ma place aux États-Unis. Ouais. Donc passer à la télé, c'était pas forcément le but à ce moment-là. Et donc j'envoie la vidéo et puis après, je crois 2 mois après, je reçois un appel qui me dit que j'ai été prise et que maintenant il fallait que je fasse un test psychologique. Parce qu'on faut vérifier si c'est possible pour la personne de gérer un... Ouais, c'est presque bon signe, tu vois. Voilà, de gérer quelque chose d'aussi compliqué et d'aussi stressant. Surtout on est complètement isolés, on n'a pas de téléphone, on peut pas sortir de notre chambre d'hôtel. C'est Secret Story en fait. Ah, c'est très intense. Et donc du coup, ça peut être très très intense pour le mental.
Donc j'ai passé mon test psychologique, je l'ai eu et donc du coup on m'a appelé peut-être 4 semaines avant d'aller dans l'émission que j'étais prise. J'ai auditionné qu'une seule fois et j'ai été prise alors qu'il y a des queens qui ont qui auditionnent encore et on est à la 15e saison et elles ont toujours pas été prises. Ouais, et donc, peut-être qu'elles seront prises à la 16e, c'est ça le plus fou en fait. Ouais. Je crois qu'Alaska, elle avait postulé pendant elle avait postulé chaque année jusqu'à l'année où elle a été prise. Putain, c'est dingue. Ouais. Bon comme quoi première leçon dans cet épisode. C'est presque perturbant en fait parce que t'es pris presque trop tôt. J'ai envie de dire, tu t'es même pas préparé psychologiquement. Ouais. C'est pas nécessairement un rêve que tu as. Et tout d'un coup, on te propulse dans cette émission. C'est quoi tes premiers souvenirs À ce moment-là, je me suis demandé déjà si j'allais le faire. Ah ouais. Ouais, je me suis demandé si j'allais le faire. Après, je me suis dit que c'est resté une opportunité en or, que j'adorais faire du drag, que c'était forcément quelque chose que je faisais déjà beaucoup, et que je m'étais déjà construit une carrière de toute pièce en étant en France, alors que le milieu du drag à ce moment-là était quand même assez pas aussi développé qu'aux États-Unis, et je savais pas si je pouvais être prête à tous les challenges qu'on allait me lancer, si j'allais pouvoir le faire en anglais. Mais je me suis dit, tu sais quoi, t'as pas peur généralement de l'inconnu, donc lance-toi et tu verras bien ce qui se passe. Putain, c'est vrai qu'on s'imagine pas ça parce que bon, déjà c'est extrêmement dur d'être bonne partout et on te demande dans cette émission d'être bonne partout. Ouais. Mais en plus d'avoir de l'humour et de la répartie très Ximatel. Ouais. Mais pas dans ta langue. Mais pas dans ma langue. Pas dans ma langue, pas avec mes références culturelles, pas avec tout ce qui fait le personnage que je suis, de devoir déprogrammer tout ça, le reprogrammer en anglais et de maintenant faire la compétition avec celles qui sont nées avec cette programmation-là, c'était assez intense. Avec des personnes qui sont là et qui le veulent depuis des années devant des caméras. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et puis l'américain, en général, il est formé pour le show, il est formé pour I'm the best. Alors que nous, c'est quand même l'inverse. Le français est quand même beaucoup plus humble et il a tendance à beaucoup bosser et attendre que les autres le complimentent. Donc c'était quand même assez différent. Mais là, à ce moment-là, je n'étais pas au courant. Ça, c'est venu plus tard quand j'étais dedans. Ok. Je m'attendais juste à mais ça va être un peu compliqué, mais je vais y arriver. Et je me suis dit aussi, ils vont prendre en compte aussi le fait que ils ont une française dans l'émission et la première française et qu'elle est en train de poursuivre son American Dream et qu'elle est en train de se démener dans une autre langue. Ça, c'était mon concept initial. Je sens qu'il va y avoir des petits cliffhangers. Oui. Tu rencontres les autres queens. Ouais. Ça se passe comment? Tu les vois d'abord dans votre hôtel? Tu les vois sur le plateau? C'est quoi En fait, non. Ce que vous voyez dans l'émission, c'est exactement comme ça qu'on le vit. C'est-à-dire qu'on est vraiment isolés jusqu'au moment où on fait notre entrée dans l'atelier. Ok. Et moi, dans ma saison, je rentrais deuxième. Donc, il y avait déjà Brita, que je connaissais de New York, mais on n'était pas forcément amis à ce moment-là. Et puis après, j'ai vu les queens arriver les unes après les autres. Nous, on avait une première qui était divisée en 2 épisodes. Donc, j'ai vu que la moitié d'un groupe. Pour le premier épisode, avec qui j'ai fait la compétition déjà. Et ensuite, pour le deuxième épisode, on a découvert l'autre groupe. Ok. Donc, t'appréhendes tout ça, tu commences à faire les épreuves, tu dis, c'est extrêmement intense. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette pression? En fait, à ce moment-là, je me dis surtout, ne te compare pas. Il n'y a aucun intérêt à commencer à scanner les queens de A à Z. Évidemment, on le fait. Ouais, mais j'essayais de pas j'étais bluffée, tu vois. J'essayais de pas commencer à me mettre des démons dans la tête. Et j'essayais juste de prendre les informations comme elles venaient et de faire du meilleur de moi-même. Après, c'est vrai que j'ai vite commencé à comprendre que l'énergie que j'avais comparée à ce que elle donnait, elle était très différente et c'était pas du tout en termes d'expérience de drague ou de confiance en soi, c'était vraiment culturel. Ah ouais. Moi, j'étais quand même un peu plus réservé et elle faisait le show dans chaque phrase qu'elle donnait à tel point que c'était très difficile de s'identifier ou de penser qu'on avait une vraie conversation. Mais oui, de créer du lien en fait, d'humain à humain. Et donc là, c'est là où l'échec commence à s'écrire. C'est qu'en fait, j'arrivais pas à connecter avec les humains qui avaient en face de moi. Et je pouvais pas connecter avec les humains qui étaient derrière la caméra. Donc en fait, même si j'étais dans une salle pleine de gens, je me sentais très très seul. Et donc t'essayes de chasser cette idée-là et tu continues à avancer en te disant ça va passer. Ça reste une situation stressante en anglais ou pas, tu vas y arriver. Et puis voilà, on a continué.
Est-ce que tu peux nous raconter l'épisode où tu es éliminé? Ouais. Alors, l'épisode où je suis éliminé, c'est l'épisode qui s'appelait Grey's Anatomy, où c'était une parodie de Grey's Anatomy, du coup. Et c'était juste après un épisode où je commençais enfin à trouver mon groove et à être vu pour ce que je savais faire. Donc, j'arrive dans cet épisode confiante en me disant, bon, c'est bon, ça y est, t'as eu un début qui est assez rocky, mais tu vas t'en sortir. Et à ce moment-là, c'est un acting challenge où du coup il y a des rôles qui sont donnés par des queens. Il se trouve que je donnais les rôles avec Gigi à l'époque, et je décide de prendre le rôle qui va le plus me challenger aux yeux des jurés, parce que c'est un rôle qui n'est pas du tout beauté ou mode, ou c'est un bébé drag queen qui va être complètement loufoque. Et justement, je pense que ça te rend d'autant plus légitime parce que t'es passé par là. Ouais. Tu sais, c'est comme un chef, il faut qu'il fasse aussi la plonge et tout ça. Ah, Moi, c'est en clair. tout cas, c'est ma vision des choses. D'accord. Donc là, tu donnes le challenge, t'es un baby, et je trouve que, enfin, je n'ai absolument aucune crédibilité à donner mon avis, mais je vais le donner. Je trouve que c'est très smart de ta part parce que justement, tu montres au jury que t'as envie d'y aller, t'as envie de donner toi et de sortir de ta zone de confort, non? Ouais, bien sûr. Et sur le plateau, quand on fait le challenge, j'ai l'impression que tout ce que je voulais faire, j'y arrive. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de temps que d'autres parce qu'on arrive en fin de tournage. Après, ça c'est des problèmes de production. Donc j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de takes. Je crois que j'avais tout fait en une seule take. Waouh. Mais j'entendais les rires, je voyais le coach qui avait l'air content, etc. Donc je vais me coucher serein en me disant que le lendemain, en plus de ça, c'est un thème sur le runway qui est quelque chose que j'adorais. C'était le thème Cap. Et j'étais habillé en Jeanne d'Arc. Donc du coup, je me suis dit, c'est bon, you got this in the bag. Le gars qui veut bien montrer qu'il est français. Voilà, je me suis dit, bon, écoute, parce que je connais je connais les Américains, et les Américains, ils sont quand même assez 1 + 1 = 2, et il faut que ce soit des fois un peu cliché, tu vois. Donc je me suis dit, essaie d'avoir quelques références françaises pour que ça puisse la rappeler. Ah oui, elle est française, c'est trop cool. Mais garde aussi tes inspirations qui, moi, sont animées, sont méchantes de dessins animés, sont cosplay. Je suis pas que française, je suis aussi quelqu'un qui a d'autres envies. Et donc quand je fais le défilé, je défile, le look est cool, etc. Et on arrive aux délibérations. Et là, un des jurés me dit, j'ai adoré que tu utilises un peu de ton français, parce que le bébé drag queen, du coup, utilisait des mots français. Mais j'aurais préféré que tu utilises des mots français que les Américains puissent comprendre. Ok. Et donc là, quand j'ai entendu ça, je crois que ça m'a complètement coupé, parce que du coup, on me demandait de parler ma langue d'une manière que eux pouvaient comprendre. Et j'ai trouvé ça un peu xénophobe pour le coup. Ça m'a pas vraiment plu. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, RuPaul demande aux queens, comme dans chaque épisode, à ce moment-là de l'aider. En fait, quand il y a un épisode où c'est trop compliqué de délibérer, il demande aux reines de dire un nom. Et c'est hard. C'est hard, mais en même temps, en fait, avant de moi devoir le dire, en tant que juge, je comprenais pas pourquoi on faisait ça aux queens. Et en fait, je comprends pourquoi, parce que ça permet aussi d'être sûr, parce que nous, on n'est pas dans l'atelier avec elle. Donc, ça permet aussi d'être sûr que le jugement entre ce que nous, on délivre et ce que elles vivent, il soit en adéquation. Donc, c'est-à-dire que si nous, on dit, c'est elle, selon nous, qui est moins forte sur l'instant T, les autres, elles voient la ténacité d'une queen sur la totalité des challenges. C'est juste, ok. Et donc, du coup, évidemment, certaines queens, des fois, se basent juste sur les critiques qui ont été données juste avant. Donc, mon nom sort, et le nom de Heidi, qui était une queen de couleur qui vient du Mississippi, et qui clairement avait besoin de ça beaucoup plus que moi. Même si moi, j'en avais envie, elle allait pouvoir sortir de sa galère grâce à ça. Tu vois. Alors que moi, malgré le fait que je sois nouveau aux États-Unis, etc., j'étais quand même dans une situation plus privilégiée qu'elle. Donc à ce moment-là, déjà que moi je suis saoulé par ce qu'on venait de me dire, et qu'en plus de ça, ça va être entre moi et ma pote que j'apprécie, que j'ai envie de voir réussir. Quand vient mon nom, quand c'est à moi de donner un nom, en fait, je donne le mien. Chose que RuPaul n'apprécie pas trop, parce que lui, du coup, il veut voir des filles qui veulent se battre jusqu'au bout et qui veulent la couronne à tout prix. À l'américaine. Ce que je comprends aussi.
Et du coup, il me dit, bon, ben, à part le tien, tu donnerais quel nom? Du coup, je donne celui de Heidi et on part en lip sync sur une des chansons qui me traumatise jusqu'à aujourd'hui. Au supermarché quand tu l'entends. Qui est Hard to Break de Kim Petras. Et donc, je me fais éliminer et je repars soulagé un petit peu parce que du coup, ça s'arrêtait. Tu vois, tout ce traumatisme mental se terminait et puis je pouvais continuer à avancer professionnellement seul, comme j'ai toujours réussi à faire. J'ai jamais été quelqu'un qui avançait en groupe en général. Et je savais que dans tous les cas, j'allais pouvoir bénéficier de ce tremplin-là et que j'allais en fait, ça m'a donné encore plus la hargne de vouloir y arriver que si j'avais été plus loin dans la compétition. Je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour décompresser? Est-ce que le cerveau capte, tu vois, que c'est fini, ou est-ce qu'il est encore dans ce sort de machine à laver où tu te réveilles en sueur la nuit en mode non, j'ai mal découpé ma robe? Ah, pendant 6 semaines, je crois que j'ai passé, c'était très dur. On est traumatisé, Traumatisé par quoi? Traumatisé par déjà l'échec. T'as du mal à accepter que t'es quelqu'un qui retombe toujours sur tes pattes et qui là pour la première fois en fait t'as pas pu. Le stress de te demander parce que tout est flou en fait quand tu repars. Quand tu repars, ça a tellement été un pressure cooker. T'es tellement dans un truc stressant où t'es avec des gens que tu connais pas, tu sais pas si tu peux faire confiance ou pas parce qu'au final tout le monde veut la place de l'autre aussi. Donc t'es vraiment en alerte et en stress pendant tout le temps que t'as passé. En plus de ça, t'es isolé. Ah ouais. Retiré de ton téléphone, donc tu peux pas parler ou demander qu'on te rassure par des gens. Je parlais même pas français à personne parce que du coup personne n'était autour de moi, donc j'étais complètement encore plus isolé en fait. Vraiment dans le trou. Et surtout tu sais pas comment tu vas être vu à la télé. Parce que du coup t'es tellement dans des instants de survie que tu sais pas la tête que tu fais, tu sais pas ce que t'as dit, tu sais pas comment t'as réagi, tu t'es peut-être clashé avec quelqu'un mais tu t'en souviens plus. Donc t'as vraiment tout ça qui rentre en compte. Et tu veux surtout te dire, est-ce que j'ai fait tout ça pour quelque chose? Parce que c'est un gros investissement financier aussi. Ouais. C'est un investissement émotionnel, professionnel et mental. Et puis t'es pas, y a un truc que tu maîtrises pas, c'est ton image à la télé, comment le montage va être fait. Tu viens de le dire, mais je le répète parce que je pense que c'est tellement important. Quelle tête tu as? Est-ce que tu apparais sympathique? Ouais. Ça, tu maîtrises rien de tout ça. Est-ce que les gens vont pouvoir connecter à ton histoire? Est-ce que t'as assez raconter ton histoire d'une manière que à la télé ce soit quelque chose qu'on peut découper et mettre en avant, et les gens ont toujours tendance à croire que l'édit est quelque chose de maléfique fait par des gens horribles derrière un écran pour rendre celle-là méchante et celle-là gentille et celle-là aimée. C'est pas du tout ça en fait, c'est que malheureusement on n'est pas tous formés pour aller à la télé. On n'a pas tous des discours qui sont concis, symétrique et organisé de manière à ce que ça puisse être découpé parce que un épisode de Drag Race généralement c'est shooté sur 48 heures et c'est découpé en 52 minutes. Donc c'est très difficile de capturer toutes les nuances qui font le discours ou l'accumulation d'une énergie sur 2 jours. Et donc c'est ça qui fait qu'un edit malheureusement des fois va réussir à traduire quelque chose qui s'est passé ou au contraire va changer un peu sa définition. Mais c'est pas fait exprès. C'est juste que il faut donner du sens à ton discours. Moi, en tant que juge, par exemple, des fois dans la saison 1, il y a eu des moments où j'ai pas eu l'impression que le feedback que je donnais à une reine était retranscrit de la même manière à la télé, et c'est juste qu'on m'a dit bah oui mais là à ce moment-là ta phrase elle voulait rien dire donc on a dû la couper et donc on a perdu un peu ton truc. Voilà, donc tu peux rien dire à ce moment-là, tu vois. Ou moi je me dirais t'as mal articulé et du coup il y a des trucs de micro donc en fait on n'avait plus le sens de ta phrase. Ah ouais, bah ouais. Et c'est des trucs comme ça, sauf que quand t'es queen et que c'est vraiment c'est ton introduction au monde, tu prends ça beaucoup plus à cœur. Donc pendant 6 semaines j'ai dû me préparer à lâcher prise en fait et à juste me dire écoute, tu t'as donné le meilleur de toi-même et maintenant tu vas voir. Et surtout la déception aussi de pas être allé en finale, d'être la première française, mais du coup ça vient avec le poids du pays sur ton dos. Et je voulais rendre mon pays fier, donc je savais pas si j'allais passer pour quelqu'un de faible qui était parti tôt, ou alors j'allais passer pour non mais on comprend, j'arrive même pas à me mettre à ta place, t'as dû faire tout ça en anglais. Et c'était dur, tu vois. Ouais, la pression de te dire j'ai déçu les gens, quoi. Voilà, j'avais peur j'avais peur de m'être déçu moi, j'avais peur de décevoir les gens.
Parce que jusqu'à maintenant, j'avais quand même cette success story de tout ce qu'elle entreprend, elle y arrive. Elle a déménagé à San Francisco, maintenant elle est à New York. Là, elle va être annoncée comme étant Drag Race. Du coup, tu t'attends à ce que qu'elle nous porte jusqu'au bout, tu vois. Mais en fait, tu t'es presque dit merde, j'aurais pas dû y aller parce que c'est un peu comme un boxeur, tu sais, qui a que des victoires après victoires sur, je sais pas, 50 matchs. Il en rate un, il se dit putain, si je l'avais pas fait, je restais comme l'invaincu. Ouais. Alors, pas forcément, parce que même malgré tout le parcours que j'avais fait au préalable et le succès que j'avais eu, que ce soit national ou même en Europe et ensuite aux États-Unis, j'avais pas l'impression, en drag, en tout cas, malheureusement, même si le drag local excelle de plus en plus en France, parce qu'on a enfin les résidus en fait de Drag Race permettent à la communauté drag d'exister économiquement. Donc du coup, je trouve que les queens, j'ai une queen locale juste derrière moi, Mika Holly White de Nice et Cannes, qui travaille depuis des années, qui est connue même à l'international, en n'ayant jamais fait Drag Race encore. Donc il y a des queens qui y arrivent, mais c'est très rare d'avoir des queens qui peuvent en vivre. Et du coup, grâce à Drag Race, je pense aussi, il y a plus d'événements, il y a plus d'argent dans le milieu, et du coup, plus de queens vont pouvoir se donner à fond dedans et peut-être finir dans Drag Race. Ouais, donc t'as moins ce truc de j'aurais pas dû, ça casse mon image, parce que quoi qu'il arrive, c'est positif finalement. Déjà, et en plus de ça, tant que moi j'avais pas fait Drag Race, j'arrivais pas au Saint Graal du drag, tu vois. Et là, en plus, j'arrivais, parce que c'était avant la franchise française, j'arrivais à la franchise qu'il faut faire, c'est celle des États-Unis. Ouais. Bien que maintenant on excelle en France et qu'on n'a pas du tout besoin d'aller faire la version américaine, mais est-ce que tu peux me faire un petit comme ça là? Je sais pas chipper, je sais pas faire ça. Je te l'apprendrai. Ma vie. Moi, ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est que on pourrait voir les choses sous un prisme différent. Putain, fait chier, il a perdu Drag Race et ça aurait pu s'arrêter là. Clairement. Mais en fait, c'est fantastique parce que grâce à ça, t'es devenu présentateur du premier Drag Race français. Aujourd'hui, tu le disais hier soir, c'est la franchise qui est la mieux notée au monde sur Netflix, quand même, pardon. Ouais. En fait, ça t'a propulsé à faire des trucs encore plus dingues que ce que t'aurais imaginé. Ouais, bah clairement. Après, honnêtement, je pense que ça serait pas venu si j'avais pas trimé comme j'ai trimé juste après la saison. Je pense que le statut d'avoir été la première française à faire l'émission, ça a duré un temps. Ça m'a permis de faire quelques émissions. J'ai eu la chance d'aller faire le quotidien, etc., pour me représenter aux Français. Et ça m'a beaucoup aidé pour faire certaines choses en France, etc. Mais je pense que c'est vraiment tout ce que j'ai fait après où les gens en fait se sont dit punaise. Parce que je suis l'une des rares queens. D'ailleurs, tu citais Trixie Mattel tout à l'heure. Il y a que 3 queens qui sont parties aussitôt, qui ont la carrière qu'elles ont maintenant. Ah ouais. C'est Trixie Mattel, Plastic Tiara et moi. Trop cool. Parce que le classement dans leur compétition ne définit pas du tout ce qu'elles sont devenues en dehors. Et ça a demandé beaucoup de culot. Ça a demandé beaucoup de hargne, parce que en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement j'ai été éliminée tôt dans ma saison, dans un cast qui était très très fort, parce qu'on était quand même stackés, il y avait énormément de queens très très douées, mais en plus de ça, on a été diffusé pendant le Covid. Donc du coup, c'est pas comme si je pouvais aller sur la route et convaincre club après club, fan après fan, que en fait j'étais pas cette queen qui méritait de partir 3e, tu vois. Donc non, j'ai dû le faire sur Instagram, j'ai dû le faire à distance, jusqu'au moment où les frontières ont pu se réouvrir et que j'ai pu continuer à travailler live. Donc c'était très très dur, mais je me suis pas démonté et puis oui, comme tu dis, après j'ai eu la chance de pouvoir du coup, grâce à mon parcours professionnel et mon statut de queen qui a fait Drag Race, commencer cette aventure en France, et qui maintenant moi a été très thérapeutique pour moi, parce que ça m'a permis d'effacer un petit peu non, je dirais même pas ça en fait, parce que j'en suis très fier. C'est moi qui arrête pas de le dire. Les questions et les réponses, j'adore. J'en suis très fier, parce que je le dis tout le temps, je suis très fier d'être partie 3e dans la saison 12, et je suis très fier d'être arrivée première en France. Parce que en fait ça a été le fuel qui m'a permis de faire ça. Et je vois des queens sans citer de nom, qui sont arrivés en finale aux États-Unis et qui maintenant sont tombés dans les oubliettes, parce que je pense que quand t'arrives en finale,
t'as ce sentiment, je pense, qui est normal aussi. Je pourrais pas le dire parce que j'ai jamais été en finale, mais de se dire, mais de toute façon, je suis en finale, il y a tout qui va me venir, qui va venir à moi. Et en fait, ça se transforme en le lièvre et la tortue. Et tu te reposes sur tes lauriers, alors que les autres, elles ont tellement approuvé qu'au final, elles arrivent plus loin. C'est ce que je dis à chaque fois. Pour moi, ça, c'est le syndrome de la reine du lycée. Ouais. C'est la nana qui était trop belle, que tout le monde adorait, et du coup, qui s'est dit, je vais pas faire plus d'efforts, puisque la vie. C'est ça. Et en fait, pas du tout. Exactement. Donc je regrette rien. Ça t'a donné la niaque, en fait, de bosser d'autant plus. Et ça m'a même permis d'être meilleur à mon job que d'autres. Parce que par exemple, j'ai eu la chance quand même d'être accepté à bras ouverts par la majorité des Français quand Drag Race France a été annoncé. Mais il y a quand même un petit pourcentage de gens qui disaient, elle a pas gagné, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, qu'est-ce qu'elles vont dire aux queens. Et en fait, ce que les queens de la saison 1 se sont rendus compte très rapidement, c'est que parce que j'avais pas gagné, parce que je sais exactement ce que ça fait de pas forcément toujours réussir ou de douter de soi-même ou de se comparer, etc. Je pouvais être de bons conseils pour essayer de les apaiser à la fin de chaque épisode, ou de pouvoir accompagner la queen qui avait été éliminée en lui disant exactement ce que moi j'aurais voulu entendre, par exemple, à l'époque. Donc ce qui a été entre guillemets un doute pour certains a été une confirmation pour moi et pour les personnes que justement je juge au quotidien. Ça a boosté ton empathie. Voilà, exactement. Aujourd'hui, comment tu regardes cette période-là et cet échec? Est-ce que c'est vraiment un échec? Non, ça l'est jamais, hein, mais... Non. Alors, c'est pas un échec, mais je t'avoue que la saison 12, c'est pas quelque chose que je regarde chaque semaine. Hein. Déjà parce que j'ai du mal à me regarder. En fait, je vois la peine, tout ce par quoi je passe, je le vois sur mon visage et ça me brise le cœur parce que ça me rappelle la personne que j'étais à ce moment-là qui avait juste besoin d'aide, tu vois, d'un câlin, d'un moment pour te dire, écoute, ce que tu ressens, c'est normal. T'es toute seule. Il y a personne autour de toi qui fait partie de ta culture ou de ton pays et c'est dur. Mais en même temps, en fait, c'est comme si tu regardais l'enfant que t'étais au collège, tu vois, qui a été traité de tous les noms d'oiseaux, etc. Et que en fait, t'as juste envie de l'aider. Sauf que toi, tu peux pas voir l'enfant. Mais là, moi, j'ai une émission où il existe, il est dedans et je peux le voir. C'est dingue. Et donc, c'est un peu comme si je pouvais retourner dans mes souvenirs et voir la personne. Et donc, c'est très dur à regarder. Maintenant, le sentiment en lui-même de la saison 12, j'en suis très fier et je regretterai pas ça. Je changerai rien. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire, ça te donne la force aujourd'hui de tout déchirer, quoi. Ça a créé quelque chose en toi d'autant plus fort. Et puis en soi, je pense que c'est mieux pour les fans qui regardent, pour les personnes qui s'identifient. Au final, c'est peut-être mieux de me voir comme cette personne qui est vulnérable et qui a des failles, plutôt que d'être ce success story auquel tu t'identifies pas. Et en fait, ça peut peut-être même générer un manque de confiance en soi parce que tu te dis, j'arriverai jamais parce que je serai jamais comme elle. Si, en fait, tu peux être exactement comme moi parce que si tu regardes la saison 12, je me suis rétamé comme pas possible. Donc, en fait, je suis aussi quelqu'un en qui on peut s'identifier. Mais d'ailleurs, c'est l'un des gros pouvoirs du drag, quoi. Pour moi, justement, il n'y a pas la notion de perfection dans le drag. Il y a beaucoup d'humour, justement, pour jouer sur ses défauts et les accentuer. Et ça devient il y en a qui génèrent, qui arrivent à générer un sentiment d'inaccessible, de perfection, et elles sont aussi très genre Violette. Violet Chachki, par exemple, c'est quelqu'un qui ne te montre pas du tout ses failles. Et c'est quelque chose qui fait sa force aussi parce que à ce moment-là, ce que elle représente, c'est pas quelque chose où on a envie de voir de la vulnérabilité ou des failles. Elle représente l'excellence du burlesque, des mensurations inatteignables. Donc en soi, le personnage qu'elle te vend, il est censé te faire rêver d'une manière qui est même pas humaine, tu vois. Mais c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Non, mais toi, t'es beaucoup trop drôle. Ça, et puis en plus, j'aime être humain aussi. C'est pas mon but. Et puis, j'irai jamais me serrer la taille comme elle. Ouais, c'est clair. Je tiens à ma vie et mes entrailles. Voilà. On va terminer sur ces belles paroles. Une petite pensée pour tes entrailles. Merci beaucoup. Que je vais commencer à serrer dans 1 heure. Aïe, ouais, parce que t'as un sacré nombre de tenues, de poupées Barbie. Mais vraiment, j'avais l'impression, tu parles d'enfant, mais j'avais l'impression d'avoir 12 ans. J'ai pas arrêté toute la soirée. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis content. C'est le but, c'est de vous faire rêver et de moi aussi m'amuser avec à chaque interlude, parce que du coup, je présente la tournée et vous pouvez être abasourdi par le talent de chaque tableau.
Et moi, en fait, vous me voyez qu'une seule fois dans mon tableau au deuxième acte. Et en fait, à chaque fois, je suis là plus pour être le fil conducteur. Et donc, je me dis, bon, tant qu'à faire, autant changer de tenue pour raviver un peu la flamme à chaque fois. Ouais, bah, elle la ravive bien. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.